Vous cherchez un bien rentable? Découvrez l'offre Sniper de Le Bien Rentable. Un accompagnement 100% personnalisé pour trouver votre bien idéal en moins de 6 mois. Bénéficiez d'un professionnel dédié, de notre service de chasse immobilière, puis d'un accompagnement unique sur l'ensemble de votre projet. Nos experts vous guident à chaque étape, une sélection sur mesure répondant à vos besoins. Tout cela à partir de 4 997 €, satisfait ou remboursé. Lebienrentable.fr, plus que des experts, nous serons vos partenaires. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien en description. Hello à tous et bienvenue dans ImoTrotteur, votre raccourci vers l'expertise immobilière. ImoTrotteur, ce sont des petits épisodes au format court et ludique où j'explore avec vous des astuces pratiques et anecdotes de mon quotidien de chasseur immo. Que vous soyez un novice curieux ou un investisseur aguerri, chaque épisode de ImoTrotteur est conçu pour vous offrir des informations précieuses en un temps record. Si vous aimez ce nouveau format, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et surtout de le partager avec vos amis. Alors attachez vos ceintures et c'est parti pour un nouvel épisode d'ImoTrotteur. Hello les amis et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs. C'est Jérôme, j'espère que vous avez toutes et tous la forme. Alors on se retrouve aujourd'hui avec un invité que j'ai rencontré en séminaire les amis en novembre dernier. Comme quoi il est primordial de se présenter dans des événements physiques entre investisseurs, entre passionnés de l'immobilier parce qu'on fait des super belles rencontres. Et Antoine en est une. Donc Antoine, salut, comment vas-tu? Salut Jérôme, bah écoute, ça va super. Bon, merci de me faire le plaisir de venir sur les ondes du podcast. Bah, merci à Alors, toi pour l'invite, hein. ben écoute, c'est avec grand plaisir, d'autant plus qu'on a un vrai sujet à développer aujourd'hui, un sujet qui va forcément intéresser nos amis investisseurs parce que c'est un sujet d'actualité depuis maintenant quelques années et à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, qui tu es, ce que tu fais et un petit peu ton parcours et quelle est ton expertise déjà avant même de commencer la presse? Ok, bon bah je commence directement. Moi, je m'appelle Antoine Deteuil, j'ai 31 ans et je suis diagnostiqueur DPE et ingénieur thermicien. Donc c'est en ça que j'ai une expertise sur, on va dire, tout ce qui est travaux de rénovation énergétique et Yes. travaux de rénovation au sens large, parce qu'avec l'entreprise que j'ai développée avec deux autres associés, on traite des sujets de travaux et de rénovation énergétique. Voilà les amis, le sujet du jour. Alors accrochez-vous, prenez vos petits carnets, les crayons, parce que là, on va envoyer du pâté sur Et le de la Doliprane. valeur, et du Doliprane aussi, ouais, certainement. Donc voilà les amis, un sujet hyper important pour vous, et c'est pour ça que je voulais absolument qu'Antoine intervienne sur le podcast. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, c'est quoi ton parcours dans les grandes lignes, et puis avant d'arriver sur la partie entrepreneuriale qui est présente depuis quelques temps là. Ok. Bon, je ne sais pas trop par où commencer. On va dire peut-être l'école d'ingé. Exactement. Ouais. Voilà, j'ai fait une école d'ingé dans l'énergie. Donc, je ne savais pas trop ce que je voulais faire au départ. Et puis, finalement, de fil en aiguille, intéressé par tous ces sujets énergétiques, j'ai fait cette école et puis j'ai travaillé pour un grand groupe de la construction. Toujours sur ces sujets-là, rénovation énergétique, construction de bâtiments neufs, Ok. émissions de CO2, comment limiter notre impact carbone. Donc j'ai travaillé quelques années là-bas et puis j'ai commencé à investir, dans l'immobilier vers l'âge de 25-26 ans. Sur un Heu, déclic particulier, parce que tu as vu des gens faire, tu te dis, enfin, tu avais conscience qu'il fallait placer et prévoir l'avenir? alors, en fait, c'est venu à la machine à café avec des collègues qui sont devenus mes associés justement. En fait, on me parlait, d'investissement immobilier. J'avais notamment une de mes associées qui est plus âgée et qui avait déjà investi et moi j'avoue que ouais, j'ai débarqué dans ce milieu, Dans ce j'avais, monde. dans ce monde, de ce nouveau monde, ouais, j'avais aucune connaissance, c'était pas du tout, quelque chose que j'appréhendais facilement et bon, j'ai un tempérament où après quand je rentre dans un sujet, j'y plonge, un petit moment avant de passer à l'action et du coup, je me suis formé au sujet, j'ai été plongé dedans pendant une petite année, entre de la formation théorique, des vidéos YouTube parce que c'était l'époque, 2016-2017 où il Hmm. commençait à y avoir les premières vidéos sur l'immobilier Pas mal de ressources, ouais. et ouais, voilà, pas mal de ressources, donc j'ai commencé à ingurgiter tout ça et puis, après de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des visites et puis, à acheter mon premier appart après avoir visité, je sais pas, une trentaine
Ok, de la merde. t'as mis du temps avant de trouver la pépite ou alors il a fallu le temps Ouais. de se convaincre soi-même que c'était la bonne? Ben, je pense que c'est un mix des deux. Ouais, moi, je suis d'un profil très prudent et donc je me lance pas comme ça très facilement. Et du coup, ouais, ça a été assez dur le premier. J'avoue que c'était vraiment le déclic quand j'ai acheté cet appartement. Et donc, j'ai démarré au départ par un petit appart pas trop cher, voilà, pour pas trop se faire peur. Et c'est vrai que même là, c'était un peu compliqué. Mais finalement, voilà, j'ai passé le cap de Du ça. premier, ouais. Ouais, du premier. Et puis après, donc il y avait des travaux, donc réaliser les travaux, bon, pas des très gros travaux. Et puis quand tu es dans le bâtiment, enfin voilà, C'est un tu connais un sujet peu qui fait moins ce qui peur, se ouais. passe. Ouais, Ouais, c'est un sujet carrément. qui fait moins peur, même si j'avais pas mis en pratique. Donc là, c'était mes premières armes sur la réalisation de travaux soi-même. Et puis ensuite, du coup, j'ai enchaîné le deuxième et le troisième dans la même opération. Ok, Donc deux appartes ensemble, en fait, dans une maison, en fait, un corps de ferme séparé, enfin divisé en trois appartements. J'en ai acheté deux sur les trois. Pareil, très long, un an après, avec beaucoup de visites, beaucoup d'allers-retours entre Paris et la province, parce que moi je viens d'Orléans. ok. Et du coup, je faisais les allers-retours Et donc, plusieurs fois par semaine. t'habitais Paris pour le coup quand t'étais dans le grand groupe là? Ouais, c'est vrai Euh, que j'en ai pas parlé, mais ouais, j'étais à Paris. Ouais. et t'investissais du coup à combien de temps de chez toi? Bah, du coup, Orléans de Paris, c'est en fonction de où tu es dans la banlieue orléanaise, c'était entre 1h30 et 2 heures, Ok. à peu près ça. Fourchette haute du temps de distance, ouais, que moi je préconise. Ok. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que plus que 2 heures, c'est compliqué. Ouais. C'est très Ouais, compliqué, et pour trouver un bien, et pour la gestion. le gérer, ouais. Et donc pour le coup, là, les travaux, tu les as sous-traités par des entreprises locales. Tu faisais quoi? Coordinateur de chantier? Alors, Euh, ouais. Pour le deuxième bien, alors pour le premier, j'ai fait moi-même. Il n'y avait pas énormément de travaux. On parle de 5 000 € de travaux. C'était oui, pas donc léger compliqué. rafraîchissement. Voilà. Et le deuxième et troisième que j'ai fait dans le même temps, en fait, j'ai fait une partie moi-même et une partie avec des amis qui se lançaient justement dans l'artisanat. Ok. Avec des corps de métier un peu différents, un carreleur, un électricien. Et du coup, on a fait ça un peu ensemble. Je me suis fait aider et j'ai sorti ces deux appartements voilà, au bout de quelques mois de travaux, à faire les allers-retours les week-ends. Ah là là, je connais ça. Ouais, c'est ça. C'est le genre de truc qu'on fait au début. Enfin, clairement, moi maintenant, je ne veux plus le faire. Mais faut bien se lancer, faut bien mettre de l'énergie au début, ouais, c'est clair. Bah, Faut c'est ça, c'est amorcer vrai la que c'est pompe. énergivore et on ne sait pas trop quel va être le résultat. C'est-à-dire qu'au début, on investit du temps, on investit de l'argent parce que faut faire les allers-retours. Après, j'avais la chance d'avoir une voiture de fonction au bout du deuxième et troisième bien. Donc, les allers-retours sont moins douloureux, on va Oui. dire, au porte-monnaie. Mais tu perds toujours du temps, tu es en voiture Et c'est et fatigant. c'est Et c'est fatigant. fatigant. Ouais, c'est clair. Ouais. Ok. Et donc, du coup, deux, trois apparts. Ouais. Et il y en a eu. Est-ce que déjà sur ces trois premiers biens, tu as des petits tips, enfin, pas des tips, des petites anecdotes, des imprévus, des trucs qui t'ont mis en galère ou ça s'est relativement bien passé? Alors, la partie de travaux s'est bien passée. J'ai pas eu trop de soucis là-dessus. Heu, Après ce qui s'est passé, bah, un peu comme toi, j'ai cru entendre dans un autre podcast, j'ai eu un des locataires qui a pas payé son loyer pendant plusieurs mois. Donc, Dès le démarrage? alors c'était pas le démarrage de l'opération, c'est-à-dire que j'ai eu deux trois locataires, ça s'est bien passé et Ouais. c'est parti en vrille avec un des locataires, peut-être deux trois ans après. Donc c'est vrai Ok. au début, heu, au début ça va, pas de souci particulier sur les 3 premiers biens. Ensuite, pour la petite anecdote, j'ai acheté, en fait, le troisième appart qui faisait partie de la copropriété, en gros de la petite copropriété de Ouais. la maison, divisée. Donc j'ai négocié avec la personne, l'autre propriétaire qui avait l'appart et j'ai fini d'avoir, bah, du coup un immeuble de rapport. L'ensemble, le Appart. bloc. Ouais, Ok. c'est ça. Donc, Et donc, donc comment tu t'en es tiré là? On va faire une petite parenthèse, on va surfer sur les sujets là d'actualité pour moi et puis mmh, passer pour toi. Mais cette partie impayée, comment tu l'as gérée? J'ai envie de dire à la fois émotionnellement, parce que mmh, moi, je ne l'ai pas très très bien vécu, même si je ouais, m'en suis détaché au fur et à mesure ouais, parce que tu es obligé, hein. ouais, Et juridiquement ou autre. mmh. Bah, c'est vrai qu'au début, c'était un peu dur, hein. Je pense qu'on passe par là quand il y a cette chose qui arrive, le fait qu'il y ait un locataire qui paye pas, bon, ça peut être un peu compliqué. En plus, moi, j'ai pas eu de nouvelles du locataire pendant 3 mois. Ok, Donc, ça c'est le pire. Quand il n'y a plus de ouais, contact, ouais.
C'est ça, parce que quand tu arrives à maintenir le contact, bon, même si le mec ou la personne en général te fait miroiter des choses, au moins tu Ouais, restes en contact, tu gardes le contact. ouais. Là, pendant 3 mois, c'était compliqué. Je t'avoue qu'au début, je ne savais pas du tout comment faire. Après, du coup, ça m'a permis de creuser le sujet juridique autour de ça. Comment il Ah faut bah c'est faire dans sûr. les règles. Parce qu'au début, tu as envie de faire un peu à l'arrache, comme tout le monde te dit. Tu arrives avec deux, trois potes et puis tu dégages la personne et puis c'est réglé. Ça m'a Mais fortement traversé l'esprit, ouais. mais le côté... Moi, il y a deux choses qui m'ont retenu là-dessus. Le côté représailles, parce que, il a mon adresse sur le bail, parce que j'ai des enfants en bas âge, et le mec, j'ai appris en plus, entre-temps avec les autres locataires de mon immeuble qu'il avait eu un petit bracelet électronique, que voilà, il avait eu des petits soucis judiciaires, on va dire. Donc je me suis Mm, dit déjà, c'est un coco, c'est un mec à problème. mm, Et ensuite, c'était le côté, si jamais je le fous dehors, qu'il se passe un truc, tu vois, sur la mise, avec des gros bras, machin, il tombe, j'en sais rien. Enfin, bon, tu fais le film, en fait, tu peux te faire des. Ou alors le mec, il va voir les flics, il porte plainte, et ça se retourne contre toi, alors qu'à la base, c'est toi la victime. Bon, bref, j'ai fait pour cette fois-ci le chemin juridique, tu vois, l'huissier. Procédé, commandement de payer. D'ailleurs, petit aparté, j'ai reçu tout à l'heure le fait que le commandement de payer était passé. Donc là, le délai imparti pour qu'il paye est expiré. Il n'a pas payé. Étonnant. Et donc, ouais, il me demande, l'huissier, si je veux aller plus loin et aller devant le tribunal en ok, fin d'année. Mais voilà, bref, petit ouais. aparté. Toi, tu l'as géré comment? Bah, justement, ouais, du coup, c'est vrai que comme tu l'as dit, ça m'a traversé l'esprit de ne pas faire ça de manière très légale, mais Orthodoxe? Ouais. ouais, très orthodoxe. Mais finalement, en fait, enfin, le mal en bien, c'est que j'ai creusé le sujet de comment il fallait faire et ça m'a vachement appris la manière dont il fallait procéder. Donc j'ai pas Hmm, mal réfléchi et puis finalement, j'ai fait intervenir un huissier, commandement de payer, comme tu le dis. Ensuite, bon là, en l'occurrence, le locataire est parti au bout de 6 mois. Donc finalement, 6 mois, je peux m'estimer heureux par rapport à. Ah, certes. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Donc il est parti sans faire d'état des lieux parce qu'il est parti voilà, un peu à la sauvage et du coup, il a fallu faire un état des lieux avec l'huissier. J'ai mené la procédure judiciaire jusqu'au bout pour voir. En fait, ce que je me suis dit, c'est qu'OK, il me doit encore un peu d'argent, mais il me devait 5 000 € à l'époque. Ok. Je me suis dit, pour apprendre, même si la procédure, tu vois, m'a coûté 1 000 € à peu près, donc à peu près Hmm, 20% de ce qu'il me devait, j'ai pour l'apprentissage, ça va être intéressant d'aller jusqu'au bout de ça. Et donc, j'ai été jusqu'au bout. Le juge a. Donc, c'était en 2022. Au bout de quelques mois, le juge a validé le, le- le La sujet, dette. la Ouais. dette. Et ensuite, bah, c'est l'huissier qui a lancé plusieurs procédures différentes pour récupérer les fonds. Parce qu'après, on passe à la procédure, une fois que la dette est reconnue. Comment on récupère les fonds? Il y a Ouais. plusieurs manières de faire. Récupérer des biens personnels de la personne ou des prélèvements sur salaire. Et en Hmm. l'occurrence, là, depuis début 2024, ben, j'ai des prélèvements sur salaire qui arrivent tous les mois, donc ils commencent à me rembourser une partie. Et tu vois, là, on est en 2024, donc au bout de 2 ans, ouais, à peine 2 ans de procédure, je commence à me dire que la justice marche pas trop mal, finalement. Avec dur. Même Enfin, il faut pas être pressé, mais. ouais, voilà, c'est ça. Faut pas être pressé, c'est un peu long, mais je pense que ça vaut le coup de faire les choses dans les règles pour essayer d'obtenir gain de cause. Après, encore une fois, ça dépend je pense, du montant en jeu. Si c'est des montants un peu dérisoires, ça vaut pas le coup de se miner le moral avec ça. Mais pour l'apprentissage et quand il y a des sommes conséquentes à récupérer, je pense que ça vaut le coup de faire ça. Hmm. Moi, c'est ce que j'ai fait et là, a priori, voilà, ça devrait être réglé d'ici la fin de l'année, Ok. si tout va bien. Ok. Bon, bah top. J'espère que j'aurai le même dénouement. Ouais. Euh, Mais moi, pour autant, le mec, quand je l'ai mis en place, c'était bon, séparation parce que c'est un petit village dans lequel j'ai ces 3 apparts dans l'immeuble de rapport. Et il y a beaucoup dans l'appartement du haut, c'est des pères de famille ou des mères de famille séparés. Donc en transition, donc il reste 1 an, 2 ans avant de rebondir. Et du coup, pas de signe négatif au premier abord. hmm. Pourtant, je vois que bon, ça peut partir en vrille, mais c'est des problèmes de vie que les gens Ah peuvent bah avoir c'est. et qui Ok. posent problème. Donc après, on se retrouve un peu à la place de l'État qui devrait gérer des cas comme ça, mais finalement.
en tant que Ah propriétaire, bah on se fait un peu ce on boulot-là, fait du hein. social, hein. Mm. On fait Avec mine un de petit rien, parfois du social. Ok. Donc bon, sur cette partie-là, ok. Et après, est-ce que t'as pris d'autres projets? Bah, après, en fait, du coup, j'ai racheté l'appart d'à côté en me disant, voilà, c'est plus facile de gérer un immeuble en monopropriété, immeuble de rapport, plutôt qu'avoir une copro. Même si c'était une copro pas difficile à gérer, il y avait juste un compteur d'eau à gérer, donc pas compliqué. Et du coup, j'ai racheté cet appartement-là. Et là, en ce moment, j'ai un sujet de toiture de hangar, le hangar qui sert à garer les voitures. Et là où je me disais, OK, je serais tranquille parce que j'ai tout l'immeuble. Bah, en fait, là, on se rend compte que quand il y a des gros travaux, du coup, c'est plus divisé par Ah deux, non, trois X propriétaires. tantième, non. Donc là, effectivement, c'est pour ma pomme. Donc là, je suis en plein dedans. Euh, et c'est un petit sujet à traiter. Après ça, j'ai des investissements avec de famille en indivision, donc deux apparts Ok. sur lesquels j'ai pas fait grand-chose, donc Mais qui font et qui partie du font patrimoine, donc partie c'est du toujours ça patrimoine, ouais, sympa. effectivement. Et donc ça, c'était la période 2017-2020, on va Ok. dire. Ouais, Parce donc qu'à tu as part démarré tôt, hein, parce que tu te dis, toi, tu as 31, donc il y a 7 ans de ça, tu en avais 24. C'est bien, tu as démarré tôt, tu vois. Ouais, c'est ça, j'ai démarré assez tôt, c'est vrai, juste après, parce que l'école, j'ai fini à 23. Il y a eu un an de fluctuations où je me posais des questions. Et puis, les discussions avec les gens sur l'investissement ont fait que j'ai démarré l'immobilier à ce moment-là. Ensuite, ouais, j'ai fait ça jusqu'en 2020, jusqu'à peu près au Covid. Et puis, après, il y a eu du coup un projet entrepreneurial avec Oui, deux anciens collègues de là où j'étais. Et du coup, les projets IMO, quand tu es entrepreneur, s'arrêtent tu dis un bien. peu, en tout Oui. cas au début, parce qu'on ne peut pas mener tous les combats de front. Donc Ok. ouais, j'ai fait une pause 2020 jusqu'à maintenant. C'est vrai que là, j'ai un projet de, de construction de tiny house dans le sud-ouest pour faire de la courte durée. Ah, trop Je cool. connais pas la courte durée, ouais. Et du coup, l'idée, c'est de voir un peu de voir ça dans un secteur que je connais bien parce que j'ai de la famille dans le sud-ouest. Ok, trop cool. Ah bah Et voilà, c'est c'est très ça. intéressant. Mm. C'est les petits. Et donc là, si on donne des métriques pour les auditeurs là, une tiny house aujourd'hui, c'est quoi ce que tu vises en superficie et le prix à l'achat, c'est quoi les chiffres? Ouais, alors, en termes de superficie, alors il y a plusieurs tailles, hein. Ça va de 9 mètres carrés à un petit peu en dessous de 20, en gros, pour schématiser. Après, tu Hmm. as des tiny avec ou sans mezzanine, Ok. pour deux personnes jusqu'à 4 6 personnes au Hmm. maximum. Et après, le budget, ça va dépendre de comment tu fais la chose. Moi, je sais qu'avec mon beau-père, et c'est plutôt lui d'ailleurs qui a fait ça, il a construit une tiny house. Je l'ai aidé un petit peu à la faire. Et quand tu l'as fait toi-même, alors je te parle d'avant 2022, donc les prix des matières premières étaient un peu Oui, plus oui, ce que j'allais te dire. Ouais. du bois. Mais j'allais dire pour 20 000 euros, en gros, tu l'as construit toi-même. Ok. Ensuite, il y a un autre schéma qui consiste à faire construire l'ossature de la tiny, donc la remorque et puis la structure, ce qu'on appelle le clos couvert. C'est plus facile d'un point de vue assurance de le faire par une boîte. Donc tu l'as fait. Et puis c'est ce qui est un peu plus compliqué à faire. Et toi, tu fais que le second œuvre. Ça peut Ok. te coûter autour de 50 000 euros, de 40 à 60 000. Et après, par contre, si tu l'as fait tout corps d'état, donc de A à Z, par quelqu'un, par une entreprise, là, c'est plutôt 80 à 100 000 euros. J'en ai même vu à 120, 130 000, hein. Ça commence à cogner, hein. Franchement, Ouais, pour ouais, ça cogne beaucoup, hein. autant Mais en fait, acheter. il y a un trend autour de ça et en fait, les entreprises, c'est des petites entreprises artisanales et du coup, ça reste cher. Le bois coûte cher. Donc, l'acier aussi, parce que les remorques coûtent relativement cher. Une remorque, c'est 5 à 10 000 euros en fonction La de ce taille. que tu vas. Donc, Ok. ensuite, ça chiffre. Mais tu peux t'en sortir si tu fais un mix des deux, autoconstruction et une partie faite par des professionnels, ouais, autour de 50, 60, 70 000 euros. Et quelle est la... Bon, les projections, bon, c'est sans doute des chiffres relatifs à la LCD, des chiffres à peu près euh, similaires, à moins que je me trompe, mais ça doit être des Ouais, l'idée, chiffres. c'est de retomber sur les mêmes rendements, hein. Ouais, ok. C'est sur le même rendement. Enfin, Après, c'est vrai que la Tiny, à minima, même taux de remplissage, mais ton rendement, il doit être supérieur. Si jamais ton invest, il est à 20 ou 30 000 et que tu fais 20 nuits par mois à 50 balles, ouais. tu vois, c'est, En ça fait, reste. là où un investissement classique, courte durée, tu vas acheter forcément l'immeuble qui est avec. Hmm.
et l'endroit, le terrain. Là, en fait, si tu optimises, tu peux trouver un terrain pas trop cher. Et nous, en l'occurrence, en fait, le projet est viable surtout parce que le terrain, c'est un terrain familial Ok, c'est ce que j'allais dire. et qu'il faut en faire quelque chose. Si le Parce que terrain, il a la pas été législation acheté, là-dessus, tu as besoin de déposer un permis, t'as pas besoin parce que c'est en dessous, inférieur à tant de mètres carrés d'emprise au sol ou t'as des règles là-dessus? bah, en fait, c'est un peu flou. C'est pareil, le côté juridique enfin, de comment on met une tiny house en place. Sur un terrain, tu en as plusieurs. C'est soit tu le fais en mode c'est un véhicule, Hmm. du coup, tu le déplaces. Tu ne peux pas le garder trop longtemps sur le terrain, tout en pouvant viabiliser le terrain, hein, voilà. Soit tu le fais de manière un peu plus propre avec toutes les autorisations classiques d'aménagement. Nous, le projet n'est pas encore assez avancé pour qu'on sache exactement vers quoi on va s'orienter. Mais dans les deux cas, Ok. c'est jouable. Après, tu as quand même des contraintes importantes. Mais ça reste un flou juridique pour l'instant. Donc, le, Oui, le comme principe, les. le principe de base, et nous, le principe du projet, c'est de se dire, la Tiny, elle est construite. Ouais. Le fait de mettre un peu de main-d'œuvre dedans, bah, tu peux la revendre, tu peux la Hmm. déplacer. Et puis, c'est pas comme un projet classique d'habitation, de construction, où une fois que c'est construit, tu es un peu coincé avec ton emplacement. Hmm, Tu hmm. as quand même des échappatoires et des solutions de repli. Ok. Et puis, c'est l'idée de voir ouais, la courte durée et puis de voir Oui, c'est autre expérientiel. chose, quoi. Ouais, c'est expérimental, donc on verra. Expérimental, c'est mieux que expérientiel. Ok, bon bah top pour ces petites apartés. On va maintenant rentrer dans le dur, les amis. Et c'est là où vous allez sortir les pilules de Doliprane. Parce qu'on va On va rentrer essayer dans le ça. vif. On va essayer, voilà. Le but du jeu, c'est d'essayer de vous rendre ça le plus compréhensible et accessible possible. Parce que, en effet, quand on est, surtout quand on démarre, soit qu'on est déjà investisseur, mais qu'on n'a pas fait beaucoup de projets, ou alors qu'on se lance dans le sujet de l'investissement, les DPE, c'est un vrai sujet de fond qui fait peur à beaucoup de monde, à juste titre. Mais mine de rien, c'est dans les passoires énergétiques depuis quelques années que l'on fait les meilleures affaires. Et c'est ce qu'Antoine va essayer de vous expliquer. Par quoi est-ce qu'on commence? Déjà, est-ce qu'on peut dire ce que c'est un DPE et donner une définition? À quoi ça sert? On va Exactement. partir Ah, de on la peut base. commencer par le début. Ouais. On peut commencer par dire que c'est pas nouveau, du coup, que, Oui, c'est- que ça date un peu, ça date de 2006, le DPE, le diagnostic de performance énergétique, donc c'est assez ancien. Le sujet, c'est que jusqu'en 2021, tout le monde s'en foutait. exactement. Et moi, le premier sur mes investissements immobiliers, tu vois, alors que j'ai fait des études dans l'énergie et que pourtant, le DPE, c'était pas un sujet jusqu'en 2021 parce qu'il n'y avait pas vraiment de contraintes, c'était informatif pour tout le monde. Le prix de l'énergie n'était pas très élevé jusqu'à présent et du coup, bah, tout le monde s'en foutait, littéralement. Et la Après, méthode de calcul était, tu m'arrêtes si je me trompe, mais calculée sur les consommations individuelles des particuliers. ouais. Alors souvent, ouais. En fait, il y avait deux méthodes de calcul qui cohabitaient. Il y avait une méthode sur les factures, comme tu dis. Donc, en gros, le propriétaire donne des factures et on retranscrit la consommation d'énergie en termes d'étiquette par un calcul. Soit il y avait ce qu'on appelle une méthode conventionnelle qui existait déjà, qui est celle appliquée maintenant, mais qui existait déjà, qui était un peu simplifiée et qui se rapprochait quand même de ce qu'on fait dans le neuf, dans la construction neuve depuis très très longtemps, depuis la RT 2005 dans le neuf. On fait un calcul thermique qui correspond à la performance intrinsèque d'un logement, c'est-à-dire qu'on regarde sans regarder l'usage que va avoir l'utilisateur du logement, on regarde quelle est la performance de l'enveloppe et quelle est la performance des systèmes pour la consommation d'énergie. Donc il y avait ces deux méthodes qui cohabitaient. Et en 2021, en fait, avec une directive européenne, parce que la France s'est engagée à réduire ses consommations d'énergie d'une part et ses émissions de CO2, en fait, on s'est dit, bah, le DPE va devenir quelque chose d'opposable, quelque chose de contraignant parce qu'on va mettre des règles. On va imposer aux propriétaires des interdictions de location progressive, des interdictions d'augmenter les loyers de manière progressive. Et on va rendre tout ça juridiquement important dans la décision d'achat, de vente, de travaux. Et du coup, c'est là où tout le monde s'est un peu a commencé à s'inquiéter. Affolé. Ah ouais, Ouais. c'est un peu affolé.
Et donc, l'idée, c'est qu'on a uniformisé une méthode de calcul, qui est la méthode qui ressemble un peu à ce qu'on fait dans la construction neuve, une méthode de calcul conventionnelle, qui calcule des consommations d'énergie avec des scénarios standardisés, scénarios de température, de météo, t'as pas la main là-dessus en fait, de consommation d'eau chaude sanitaire. En fait, on te donne des données d'entrée et en fait, on regarde l'enveloppe de ton logement et les systèmes qui le composent, quelle est la consommation et quelles sont les émissions de CO2 pour pouvoir comparer les logements les uns par rapport aux autres. Mhm. Et donc, cette méthode de calcul s'est généralisée. Et du coup, la première chose, c'est qu'il y a des DPE qui avaient été faits avec l'ancienne méthode qui n'étaient plus du tout sous les mêmes étiquettes. C'était caduque, ouais. Ouais. Voilà. Donc, ça a posé quelques problèmes au moment du renouvellement des DPE. Et maintenant qu'à peu près tous les DPE ont été remis à jour, en tout cas jusqu'au 1er janvier 2025, après, tous les DPE devront être plus ou moins, avec quelques petites exceptions, mais remis à jour. Tout le monde aura fait son DPE avec cette méthode-là de calcul. Et cette méthode de calcul, du coup, elle est parfois contraignante pour Et certains sujets. elle est parfois au petit bonheur la chance en fonction du professionnel qui la réalise aussi. Alors, effectivement, il y a eu oui, il y a eu ce problème-là, c'est-à-dire que les diagnostiqueurs DPE sont généralement des généralistes du bâtiment, de l'immobilier, et sont plutôt des généralistes de ça. Ils font les diag ELEC, amiante, plomb et DPE, sachant que le DPE, c'était jusqu'à présent, enfin jusqu'en 2021, une formation de 2 semaines avec des prérequis de connaissances en physique du bâtiment, en thermique du bâtiment, mais rien de plus. Maintenant que ça s'est complexifié, en fait, les formations aussi, mais tous les diagnostiqueurs sont effectivement pas forcément Oui, soit au niveau théorique, soit au niveau de la méthode de calcul qui s'est complexifiée et qui est un petit peu aussi discutable sur certains et interprétable sur certains points. Donc, mm, c'est ce qui explique aussi ouais, les écarts qu'il peut y avoir des fois sur certains DPE par rapport à d'autres quand on le refait faire. Quand on refait faire 2, 3 fois le DPE, on peut se mm, rendre compte mm. qu'il y a des écarts. Euh, Après, il n'y a pas que les diagnostiqueurs qui sont fautifs, il y a aussi les données d'entrée. Quand tu donnes à manger à la machine des données un petit peu trop génériques, en gros, le moteur de calcul prend en compte des choses défavorables. Donc, le propriétaire est engagé aussi dans ce process de données d'entrée, le syndic de copro aussi, quand il y a des sujets de chauffage, chaude sanitaire collective. Ça, plus le fait qu'en général, un DPE, on n'est pas prêt à le payer le prix, on va dire, que du temps passé avec la nouvelle méthode, du coup, il y a des diagnostiqueurs qui passent très peu de temps à les faire et qui Ouais, se trompent euh, avec des erreurs d'inattention, quoi. ok. Là, tu vois, si on illustre ça concrètement, là, je vais bientôt signer un compromis de vente sur une opération d'achat-revente, une nouvelle. Et en fait, c'est mon associé qui l'a trouvé. Et il me dit, Jérôme, c'est une dinguerie. Est-ce qu'on avait reçu les diags avant même d'aller visiter? Donc on les analyse toujours avant les visites, hein. Et il me dit, Jérôme, c'est une dinguerie, le diagnostiqueur, j'ai regardé, il a mis qu'il n'y avait pas d'isolation. Mm. Et donc, et en fait, une fois sur place, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient toujours avec un petit tournevis et qu'on démonte les prises électriques Ouais, pour c'est voir s'il y a de l'isolation. Sauf que les diagnostiqueurs n'ont pas le droit de le faire, à moins qu'il y en ait une. Enfin, il n'a pas le droit de démonter l'existant, quoi. Si tu m'arrêtes si je me ouais. trompe, hein, mais normalement, c'est ça. Sauf si le propriétaire lui autorise, mais Exactement, sauf si le propriétaire est sur place et dit, bah, si, si, allez-y, ou le propriétaire le fait. Mais en l'occurrence, il a fait sa visite tout seul avec l'agent, quoi. ouais. Et donc, en fait, voilà, la notation, elle est déjà erronée. Nous, on achète un truc sur une mauvaise notation et on sait très bien que en refaisant passer un diagnostiqueur qu'on connaît, avec qui on va lui présenter, bah si, regarde, t'as ton bon isolant et on reparlera de la partie isolation des murs juste après. On sait que déjà, mécaniquement, la notation, parce que Ah, le c'est ballon d'eau bon. chaude, il est bien dimensionné, on est en PVC double vitrage partout, les radiateurs, etc. Donc, on fait une bonne affaire sur la négligence finalement d'un professionnel ou du propriétaire. Parce que C'est les deux. là, En fait, ouais, c'est les voilà, deux. j'ai envie de te dire aussi du propriétaire, parce que en tant que propriétaire, vous êtes là aussi pour donner, comme tu l'as dit, le maximum d'éléments aux professionnels pour qu'ils puissent évaluer Ouais, correctement le bien, tu vois. Donc, ouais, c'est ça. Les deux sont un peu responsables de ça. Et c'est vrai que enfin, jusqu'à présent, les propriétaires n'avaient pas forcément compris l'enjeu pour eux.
de Oui, donner des informations, en tout cas toutes celles dont il dispose, ou d'autoriser le diagnostiqueur à aller plus loin dans ses investigations, parce que effectivement, quand il y a on ne manque voyait pas les d'informations, conséquences. Ouais. ça. Donc c'est vrai que c'est une première piste d'optimisation et de négociation un peu sur le fait d'être sachant par rapport à l'autre Exactement. personne. Et là, tu l'as dit, bah, si c'est isolé, tu auras une meilleure note par rapport à ce qui a été fait. Et rien que ça, bah, ça te permet de négocier un peu plus sereinement, je pense. Bah oui, parce qu'on sait qu'on fait, déjà, il y a une négociation sur un volume de biens qu'on achète, mais et on achète aussi une mauvaise catégorie et on la négocie en ce sens, alors que la mauvaise catégorie, finalement, elle est pipeau, quoi, parce que l'appart, enfin, les apparts, ils seront pas classés comme ça. Et ça va dans les deux Euh, sens d'ailleurs, cette catégorie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs aussi, malheureusement, qui achètent des biens avec, je sais pas moi, un DPE en D. hmm, Et en fait, ils se rendent compte que, alors ils peuvent s'en rendre compte de plusieurs manières, mais ils se rendent compte à un moment donné qu'ils consomment trop ou que, et du coup ils font refaire le DPE et on se rend compte que le DPE avait été erroné au départ et qu'en fait ils n'ont pas acheté un Ah D, ils ont oui, acheté un E ou un F. ok, ouais, ça peut aller dans les deux sens, quoi. Ça va Sauf dans les deux sens. que ça, là, dans ce cas-là, est-ce que c'est opposable, vu que le DPE est... Justement, ouais, les jurisprudences commencent à arriver petit à petit, hein, la justice est un petit peu lente, mais on commence à avoir des sujets là-dessus. Et en fait, la chaîne de responsabilité, elle est assez simple. Le diagnostiqueur, il est responsable de certaines choses s'il n'a pas appliqué les règles du jeu, entre guillemets, qu'on lui imposait. Mais le propriétaire est aussi opposable s'il a donné des informations erronées ou s'il n'a pas communiqué assez d'informations qui ont fait que le diagnostiqueur s'est trop couvert Hmm. euh, pour donner des informations, des données d'entrée. Et ça peut être aussi l'agent immobilier, le notaire, le syndic de copropriété. En fait, ça peut être tout le monde dans la chaîne de responsabilité. Ce qu'on voit pour l'instant, c'est qu'il y a un triptyque diagnostiqueur, agent immo, propriétaire, vendeur qui se font avoir à 30% chacun, quoi. D'ailleurs, petit tips, les amis, conservez absolument vos factures, que ce soit facture d'artisan, forcément, facture d'achat de matériaux, pour justement Exactement. justifier. Moi, typiquement, le dernier gros diag que j'ai fait, là, c'était sur mon deuxième immeuble 4 appart. Je lui ai fourni toutes les factures de l'artisan, enfin voilà, il a les matériaux, les composants, etc. Et mine de rien, c'est ça qui rentre dans son logiciel aussi, quoi. Mm. Donc hyper important de bien garder ça et de les fournir, hein. Ouais, moi Donc, j'ai souvent des clients qui me disent voilà, j'ai rien, j'ai pas de facture ni rien. Donc c'est dommage parce que bon, quand les travaux, ça fait longtemps et que c'était le propriétaire d'avant, ça se comprend. Mais parfois, c'est juste de la gestion administrative, de ne pas avoir conservé les factures ou hmm, éventuellement d'avoir fait au black certains travaux. ouais. Ça arrive. Alors, Et du coup, est-ce que une facture, j'ai pas la réponse moi, mais est-ce qu'une facture d'achat de matériaux hors pause, enfin vraiment la fourniture, peut être comptabilisée par un diagnostiqueur? ouais, 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 en fait, le diagnostiqueur ne va pas regarder si les travaux ils ont été faits par un professionnel ou par vous. Ce qui est Ouais. important, comme tu l'as dit, c'est d'avoir une facture soit d'achat de marchandises, soit d'artisan. La facture d'achat de marchandises, en gros, le diagnostiqueur, il regarde la performance de l'isolant qui est marqué dessus. Hmm. Et ou la référence, s'il n'y a pas la performance, ensuite il va chercher sur internet, il la trouve et il va regarder la surface associée parce que, il y a plusieurs choses. Il faut que la facture idéalement, elle soit à l'adresse du bien. Bon ça encore, C'est ce que j'allais te dire, mais aujourd'hui, Photoshop fait des miracles. Est-ce que ouais, tu vois, est-ce que ça, c'est pas, je vais te dire un truc et je vais me faire tomber dessus par l'État. Tu vois, est-ce que typiquement, tu fais un chantier une fois, tu achètes plein d'isolants. Bah après, non, c'est pas dans l'intérêt. Et après, tu t'amuses à rechanger les adresses, machin truc, en faisant de la bidouille. Mais en fait, c'est même pas dans l'intérêt comment dire, des investisseurs, parce que l'intérêt, c'est quand même de limiter les consommations pour eux et les locataires. ah, Donc, c'est c'est ça. Et puis, stupide. enfin, je veux dire en tant que diagnostiqueur, on voit vite le loup arriver, Ouais. quand on sent que c'est Donc, louche, c'est qu'il ne y a un faites truc. pas ça, les amis. Donc en fait, facture avec la quantité et Ouais. après photo, idéalement prenez des photos de vos chantiers parce que ça va aider le diagnostiqueur à caractériser où est-ce que l'isolant a été mis. Parce que Ok. sinon, il peut avoir un doute à un certain endroit et en fait, plus il a de doutes et plus ça sera défavorable pour vous. Et si vous ne savez pas lui justifier les choses, il est en droit de se couvrir. Parce que nous, Ouais, tout à fait. je veux dire maintenant, je comprends, il y a des fraudes, des diagnostiqueurs qui fraudent, mais je ne comprends pas qu'ils le fassent vu l'engagement qu'ils prennent à faire ça. Donc maintenant que tout le monde est engagé, qu'on a mis tout ça à plat, c'est important de faire les choses dans les règles, quoi, pour tout le monde. Ok. Euh, Avant de passer sur la partie tips, astuces
d'une optimisation de diag, j'aimerais qu'on voit ensemble un petit peu comment on fait pour... on va faire un investisseur qui arrive dans un logement. Voilà, il a pris rendez-vous, il n'a pas eu son DPE en amont de la visite. Dans l'idéal, c'est pareil, essayez d'obtenir ce DPE avant d'aller visiter. Si vous pouvez, moi, c'est vraiment ce que je conseille parce que ça vous permet d'analyser les choses et une fois sur place, vous avez du concret, quoi. Donc, c'est plus pertinent, je trouve, plus facile. Mais Ouais. voilà, admettons, on n'a pas eu le DPE avant, on rentre dans un logement. Est-ce que tu peux donner les principaux trucs à aller vérifier pour s'assurer qu'on est sur un bien thermiquement efficace, on va dire. En tout cas, qui correspond au logement qu'on visite. C'est ça un Exactement. peu, Ouais. déjà, la première étape, comme tu as dit, c'est ça, c'est de vérifier que ce qui est dans le DPE, parce que maintenant, le DPE, c'est un format standardisé et avec quand même pas mal d'informations. Contrairement à avant, maintenant, vous avez pas mal d'informations. Si tu l'as pas avant, tant pis, mais si tu l'as avant la visite, c'est sûr que c'est mieux de le feuilleter Consulter. et, Ouais. et de noter un peu les sujets majeurs à regarder. Je vais vous donner certains éléments qui ne sont pas du tout exhaustifs, mais qui sont les problèmes que je rencontre souvent dans les diagnostics. Euh, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est de vérifier, comme tu as dit, que vous avez le DPE du bien en question. C'est-à-dire que le DPE que vous avez, c'est bien celui de l'appartement. Ça peut faire rire, mais en gros, dans un immeuble avec des appartements qui se ressemblent, tu peux vite arriver à avoir un DPE qui n'est pas forcément cohérent. Ok. Ça peut complètement être pas le bon DPE. Donc c'est important de vérifier l'adresse, c'est sûr. Le numéro de DPE que tu as en général en haut à droite de la première page pour vérifier qu'il est bien enregistré. Parce qu'un DPE non enregistré, en tant qu'investisseur, ça va vous faire perdre du temps parce qu'il y en a encore pas mal en circulation. En fait, c'est un DPE qui n'est pas valable pour la vente. Donc, c'est un DPE où le jour où vous allez arriver chez le notaire, il va vous dire non, il faut que le diagnostiqueur refasse le DPE. Ok. En tout cas, Je il sais l'enregistre. pas. Voilà, il faut qu'il l'enregistre. Et il y a souvent des raisons pour lesquelles il ne l'a pas enregistré. Donc, Ok. si vous voulez éviter de perdre du temps, déjà vérifiez que le DPE est bien enregistré pour qu'on parle tous de choses, on va dire. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à une question. Est-ce que du fait qu'il enregistre, il y a un registre DPE? Il y a une traçabilité? Ouais, les DPE sont publics, enfin, en tout cas les performances. Si vous tapez une adresse ou un numéro de DPE, vous le retrouverez en ligne sur le site de l'ADEME. Alors, bien sûr, c'est anonymisé, vous n'avez pas le nom du propriétaire. Le propriétaire, ouais. Il n'y a pas d'informations importantes là-dessus, mais il y a l'étiquette énergie et à l'adresse du bien en question. Ok. Donc, vous pouvez le retrouver en ligne. C'est l'observatoire de l'ADEME. Ok. Euh, Donc ça, c'est la première chose sur la première page. Voilà. Sur la deuxième page, il y a le schéma des déperditions. Les déperditions, c'est en gros par où la chaleur passe quand il y a des écarts de température entre l'intérieur et l'extérieur. Dans le logiciel, on considère qu'il faut tenir une température de 19 degrés ou 16 degrés, ça dépend des heures. C'est géré par le logiciel, vous n'avez pas la main là-dessus. En gros, les déperditions, c'est par où passe la chaleur. Vous pouvez facilement déjà voir si vous êtes face au bon logement ou si le diagnostiqueur n'a pas tout simplement oublié quelque chose. Parce que, un exemple simple, vous avez un appartement au premier étage qui donne sur un commerce ou qui donne sur une cave. Si vous avez 0% de déperdition en plancher bas, c'est qu'il l'a oublié. Hmm. Si vous êtes au dernier étage et qu'il n'y a pas de déperdition au niveau de la toiture, d'indiquer dans le Pareil. DPE, pareil. Et ça, enfin, mine de rien, je l'ai vu plusieurs fois. Donc, en fait, tu as un DPE qui n'est pas du tout conforme à la réalité. Donc, ça, c'est les premiers sujets vraiment évidents sur lesquels vous pouvez agir. Ensuite, il y a des sujets un peu plus récurrents, mais un peu plus compliqués, où là, il faut aller voir dans la partie technique en bas du DPE, il y a marqué notice technique. Euh, la hauteur sous plafond, c'est un exemple. Si vous êtes sur un appartement avec 2,8 ou 3 mètres sous plafond, et qu'en fait, dans le DPE, il y a 2,5, bah, du coup, ça veut dire que les déperditions sont sous-estimées parce que Mhm. le volume à chauffer va être plus grand que ce qui a été mis dans le calcul. Et ça, en fait, c'est parce que dans les logiciels, par défaut, ils prennent 2,5. Si le diagnostiqueur oublie de modifier cette valeur, bah, vous avez une valeur erronée. Attends, j'ai un DPE là. C'est un cas concret pour un projet client là qui va sans doute se positionner sur une petite surface en rez-de-chaussée. Ouais. Attends, et donc la partie, je suis en train de consulter le DPE là en live que j'ai reçu. Tu me disais la hauteur des murs, c'est dans quel endroit? C'est dans la partie technique, donc plutôt la fin du DPE. Alors, Il doit y attends. avoir marqué notice technique.
C'est une page plutôt bleue. Ouais, ok. Sur résumé, Sur la nanana. première page, je pense, ou sur la deuxième page de ce. C'est indiqué hauteur sous plafond. Putain, j'avais jamais fait. Pourtant, j'en bouffe du DP, hein, mais j'avais jamais fait attention. euh, Plafond, 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 plafond. Toc, 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 toc. Ok, bon, je checkerai. Je vois pas le truc, mais C'est un paramètre qui a son importance. Bah oui, 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 oui. Non, en fait, ça me fait penser. Je rebondis en live, ça va. Les auditeurs, ils s'en foutent, mais non, c'est important parce qu'en Mm. fait, il y a une très grande hauteur sous plafond vu qu'on est sur une petite surface. Il y a un lit en mezzanine Mm. qui est exploité et donc, ok, bah je checkerai ça en off du podcast. Je te laisse continuer. Après, il y a d'autres sujets assez évidents. Quand vous rentrez dans l'appart, vous allez vous rendre compte de l'orientation des fenêtres. Moi, je Ouais, trouve qu'en tant qu'investisseur, c'est important de savoir si le logement il est plutôt orienté sud, nord, est, ouest. Évidemment que le même logement orienté nord, avec des fenêtres au nord, et le même, hein, sans rien changer d'autre, qui a des fenêtres orientées sud, il n'aura pas le même DPE. Parce c'est que logique. voilà, c'est logique, celui qui est orienté sud, est, ouest, il va profiter des apports solaires gratuits en hiver. Et donc, du coup, il aura moins besoin de chauffer. Et en plus de ça, il y a un autre paramètre qui n'est pas souvent vérifié, c'est que si vous êtes en ville et qu'il y a des bâtiments autour qui masquent Hmm. la courbe du La soleil, lumière. hein, en fait, Hmm. et bah, dans ce cas-là, il faut que dans le DPE, ça soit indiqué. En général, dans la partie où on parle des fenêtres, c'est indiqué quel est le type de masque proche et lointain. Donc, en fait, c'est ce type de masque. C'est le fait de prendre en compte qu'il peut y avoir des bâtiments autour Qui vont faire de qui l'ombre. peuvent faire de l'ombre. Et mine de rien, ça, souvent, le diagnostiqueur, soit il l'oublie, soit il ne connaît pas la règle et il ne le prend pas du tout en compte. Et en fait, si on le prend réellement, et bah, du coup, on va augmenter les consommations de chauffage. Donc, Forcément. donc ça, c'est important à voir. Si jamais vous voyez zéro dans masque alors que vous êtes en pleine ville au premier étage et qu'il y a des bâtiments partout autour, c'est un gros warning. Et il ne faut pas hésiter aussi, il y a le numéro du diagnostiqueur dans le. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, bah écoutez, vous avez pas. Enfin, et c'est comme tu dis, hein, il faut être sachant pour maîtriser et des fois même Hmm. bah, confronter le professionnel. Je fais juste un aparté là qui me vient en tête. J'avais eu le cas, tu me dis si toi, tu as déjà eu le cas, sur un projet client il y a 2 ans, 2, 3 ans. DPE, il était pas nul, mais on était peut-être en F ou en E, tu vois, c'était pas incroyable et tout, bref. Et le client hésitait à changer soit le système de chauffage, qui était une chaudière au gaz mais vieillotte, Mhm. soit ses fenêtres simples vitrage. Et en fait, le diagnostiqueur nous avait préconisé de changer la chaudière. Je vais te dire pourquoi. Parce que, en fait, les fenêtres avaient des volets. Hmm. Enfin, je vais rebondir sur les volets. Il m'a Ouais. dit, le fait qu'il y ait des volets, eh bien, il n'y a pas de déperdition la nuit, malgré le simple vitrage. C'est lui qui me l'avait expliqué comme ça à l'époque. S'il n'y avait pas eu de volets, il aurait peut-être préconisé autre chose. Mais il me dit, bah, l'importance des volets dans la déperdition de chaleur et dans la prise en compte de la notation, c'est un truc Ouais. que tu as déjà vu passer? Ouais, en fait, c'est pas tout à fait qu'il n'y a pas de déperdition de chaleur la nuit. C'est qu'en fait, dans le logiciel, on considère que la nuit, les volets sont fermés. Ok. Et en fait, comme ils sont fermés, en fait, ils participent à ce qu'on appelle une résistance thermique Ok. additionnelle. C'est-à-dire Oui. qu'ils viennent en plus des fenêtres simple vitrage, comme une sorte d'isolant, mais là, c'est plus tu as des volets épais ou des volets en bois qui ne sont pas ajourés, et mieux c'est. Parce que tu saisis aussi, et ça, vous pouvez le vérifier dans le DPE, le type de volet qui a été indiqué. Euh, c'est différent. La performance d'un volet battant en bois est différente et bien meilleure qu'un volet métallique qui est ajouré. Euh, voilà, il y a des performances différentes sur les deux. Et effectivement, dans le calcul, on considère que la moitié du temps, donc la nuit, les volets sont fermés. Et donc, pour du simple vitrage, effectivement, le gain sur les consommations dans ce cas-là peuvent ne pas être très significatifs. Ouais, c'est ce Par qu'il contre, expliquait. par contre, il y a autre chose sur les vitrages et sur les fenêtres, c'est que c'est le confort. C'est-à-dire qu'il y a les consos d'une part, mais il y a la sensation d'inconfort. Et le problème des simples vitrages, c'est que ça te donne de l'inconfort parce que c'est des parois très froides. Et donc, en fait, quand tu passes devant, ton corps, en fait, il rayonne sur la fenêtre et tu as une sensation d'inconfort. C'est pour ça que même si les fenêtres, elles représentent 10 à 20% des déperditions, ce qui est Oui, pas. même en termes d'acoustique, hein, on va pas se mentir. Voilà, après, il y a l'acoustique évidemment, mais en tout cas, c'est plus pour du confort que pour effectivement des consommations d'énergie, même si, bon, quand tu es en simple vitrage, maintenant, il faut passer en double vitrage, je pense que.
Oui. quelque chose d'important. Rien que pour ça, parce qu'en fait, là où tu chaufferais à 19 si tu avais un double vitrage, parce que la température de vitrage, du coup, elle est plus élevée, bah là, en fait, tu vas chauffer peut-être à 20, 21 pour compenser cette sensation Hmm. d'inconfort. Donc, du coup, tu vas consommer beaucoup plus. Mais ça, le logiciel ne le prend pas en compte. Donc, il faut faire attention aussi dans le DPE à prendre en compte le DPE, mais aussi à regarder ce qui se passe dans la vraie vie, parce qu'il peut y avoir des petits écarts. Et c'est sûr que le problème des fenêtres, c'est que ça coûte cher à changer. C'est peut-être plus cher de changer toutes les fenêtres, là, dans ton exemple, plutôt que de changer la chaudière gaz. Ouais, ouais, oui, en l'occurrence, c'était le cas. Bon, in fine, le client a tout changé parce que voilà, il voulait Ouais, pas revenir sur son chantier après, on va dire. ouais, Mais ok. Euh, mais c'est sûr qu'en quel, plus, il n'y a rien quel- de pire pour un investisseur de devoir réinjecter de Ah ben l'argent. c'est ça. Ouais. Pour peu que tu n'aies pas débloqué l'enveloppe travaux en plus au début. Ouais. Mais c'est un Euh, peu pour ça qu'il y a eu de la frustration chez les propriétaires, parce que, en fait, on leur a dit tout se passe bien jusqu'en 2021, moi le premier, hein. Et ensuite, on te dit, bah, en fait, il faut obtenir des bonnes étiquettes, sinon vous ne pourrez plus louer. Sauf que quand tu es en cours d'investissement, tu n'as pas prévu cette enveloppe. Elle n'est pas prévue. Donc, elle va forcément affecter ta rentabilité, et ton rendement global de l'opération. Donc, c'est pour ça que les propriétaires sont un peu frustrés par rapport à ça. hmm. Et est-ce que selon toi, si on devait, alors tu vas me dire c'est forcément du cas par cas, mais il y a quand même des grandes lignes qui ressortent, mais quelles sont les choses selon toi à prioriser ou à checker enfin, priorité pour le coup? Euh, Mm. Moi, je pense notamment, on se rend compte de plus en plus, le système de chauffage, c'est quelque chose qui est fortement impactant en fait sur la notation du DPE. Avoir si on est à l'électrique, des ballons d'eau chaude bien dimensionnés par rapport à la taille du logement, avoir des chaudières, alors j'ai mangé le mot, Performante à condensation. à condensation. Voilà. Est-ce que tu as d'autres trucs comme ça à indiquer aux Alors, auditeurs? ouais, du coup, c'est plus vraiment sur l'analyse du DPE, ça va être plutôt ouais, sur qu'est-ce qui est à regarder, quelle est la réflexion globale. Et il n'y a pas une seule bonne réponse, hein. Il y a plusieurs manières de réfléchir, mais il y a des manières plus adaptées aux investisseurs. Je vais parler de l'investisseur, pas de la personne qui veut faire les choses au maximum de ce que l'État va lui demander de faire. Oui, tout à fait. Et en tant qu'investisseur, il y a deux raisonnements déjà principaux quand tu es dans un logement. Tu peux raisonner système, donc remplacement du système de chauffage de chaude sanitaire en premier lieu, et ensuite regarder si tu as besoin de faire quelque chose sur l'enveloppe, ou alors agir sur l'enveloppe et ensuite sur les systèmes. Normalement, le raisonnement global le plus pertinent, c'est d'abord d'isoler, en gros de Oui, traiter faire l'enveloppe, l'enveloppe. Ouais. et ensuite changer les systèmes parce que ça te permet de mettre des systèmes moins puissants, donc ils vont te coûter moins cher, et du coup de mieux les dimensionner et d'avoir plus de confort. Mais en tant qu'investisseur, c'est vrai que parfois, tu peux être tenté de te dire, je vais regarder ce qui se passe au niveau des systèmes, chauffage, chaude sanitaire. Et là, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent s'offrir à toi. En gros, l'État actuellement, il dit, si vous avez une chaudière gaz ou une chaudière fuel, on va vous pénaliser sur les émissions de CO2. On va vous demander de les remplacer par un système plus performant que ça. Euh, et en fait, on pousse les gens à aller vers l'électrique, mais pas n'importe quel électrique, parce que l'électrique classique radiateur est aussi très pénalisé. On va peut-être pouvoir en parler juste après, mais en gros, quand tu as une chaudière gaz, comme tu l'as dit, la manière de résoudre ce problème, c'est peut-être de passer avec une chaudière gaz à condensation. Donc, c'est les chaudières gaz dernière génération qui sont plus performantes. Et peut-être que celle-ci va te permettre en général de passer peut-être jusqu'en classe E, ça va dépendre de la configuration de ton logement, peut-être D, si t'es bien configuré sans avoir isolé. Là, tu peux avoir ces Oui, raisonnements-là. alors, tu m'arrêtes si je me trompe. Pour moi, qui dit chauffage au gaz, dit logement de grande surface. C'est pénalisant aujourd'hui enfin, de mettre du gaz sur une petite surface. En fait, alors, sur le raisonnement électrique-gaz ou électrique-gaz et fuel, parce que gaz et fuel, on va le mettre dans le même panier, euh, le gaz, en fait, va te favoriser en termes de consommation d'énergie par rapport à l'électricité classique. Par contre, c'est vrai qu'il va plafonner à cause des émissions de CO2. C'est-à-dire que peut-être tu serais en classe C avec du gaz, mais en fait, le gaz va t'imposer en fait une classe D
Parce que le DPE, c'est un double seuil. C'est des consommations d'énergie et des émissions de Et le CO2. CO2, ok. Et du coup, c'est vrai que pour les petites surfaces, bah, le gaz, ça va vite te faire plafonner. J'ai pas vu de situation dans laquelle une chaudière gaz te permettait d'être en classe C, à moins d'avoir traité super bien l'enveloppe. Et c'est là où, en fait, avec le gaz, tu plafonnes. Mais en réflexion investisseur, souvent, tu arrives quand même à atteindre la classe D. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des gens qui restent au gaz. Enfin, moi, si je visite un appart, que j'ai une chaudière gaz, est-ce que je vais avoir envie de passer avec des radiateurs électriques qui vont en fait me pénaliser dans le DPE? Ce qu'il faut savoir, c'est que les radiateurs électriques classiques, ce qu'on appelle les radiateurs à effet Joule, c'est ce qu'on voit dans tous les apparts, radiateurs standards, en fait, ils sont pénalisés parce que quand tu consommes un chez toi, à l'abonnement, donc 1 kWh, c'est ce qu'on appelle l'énergie finale, bah, en fait, dans le DPE, on va compter 2,3 kWh. On va dire non, en fait, tu De consommes pas 1, tu consommation, oui, oui, oui. consommes Toi, on va dire 2,3. que tu ressens 1, mais il y a eu Ouais. 2,3 de consommé pour que tu ressentes 1. En gros, c'est ça. Exactement, c'est un peu l'idée. Donc 2,3 fois plus d'énergie primaire. Et le DPE est calculé sur l'énergie primaire. Pourquoi? Parce qu'on considère que bah, il y a des pertes en ligne, le réseau électrique, les centrales nucléaires essentiellement en France qui ont des rendements. Et donc du coup, à la fin, il a fallu produire 2,3 kWh pour t'en donner un. Et en fait, ça, c'est à peu près logique. Ce qui n'est pas très logique et ce qui est clairement politique, c'est le fait de dire bah, le gaz, c'est un pour un et le fuel, c'est un pour un, le bois, c'est un pour un. Alors que le gaz et le fuel, il y a des pertes en ligne également. Enfin, Ok. Et donc là, si on fait la partie radiateur, donc en effet, on voit les fameux grille-pains hein, ouais. qui sont moi, ce que j'appelle des radiants. Bon, si c'est le bon mot, mais enfin, Ouais, les convecteurs en des général, convecteurs, voilà. les vieux, ouais, c'est les convecteurs Donc aujourd'hui, il existe des nouvelles générations de de radiateurs. radiateurs qui sont pas beaucoup plus chers au final, hein. Ouais. Radiateurs à énergie sèche, Mm. notamment. Il y a du fluide aussi, un truc comme ça, mais Ouais, il y a j'en ai pas les installé. radiateurs à inertie fluide qu'on retrouve d'ailleurs souvent. Ok. Et est-ce que tu as une préconisation là-dessus? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que malheureusement, dans le DPE, que tu aies un radiateur, un convecteur classique, un radiateur à inertie fluide ou un panneau rayonnant, finalement, tu vas pouvoir améliorer un petit peu en fonction du type de radiateur que tu vas mettre, mais ce qui va jouer, c'est la certification du radiateur. En fait, les radiateurs, ils sont certifiés soit ANF 2 étoiles, 3 étoiles. Et ça, d'ailleurs, quand tu visites un bien en tant qu'investisseur, tu peux le regarder sur le côté du radiateur. Il y a marqué 2 étoiles ou 3 étoiles. S'il n'y a rien marqué, enfin, s'il n'y a pas d'étoile, en gros, c'est qu'il n'est pas certifié. Et qu'il ne soit pas certifié, que ce soit un convecteur, un panneau rayonnant ou un radiateur à inertie, tu es quasiment sur les mêmes performances. Là où tu peux améliorer, c'est si tu es en 2 étoiles ou 3 étoiles. Et souvent, c'est soit les radiateurs à inertie dernière génération, qui sont connectés au téléphone, ou alors des panneaux rayonnants, parce que le panneau rayonnant permet de gérer la chaleur beaucoup plus finement, et finalement c'est plus performant. C'est plutôt dans les panneaux rayonnants que tu trouves les meilleures certifications NF 2 étoiles, 3 étoiles ou radiateurs connectés. Et donc, tu vas améliorer un petit peu des grille-pains classiques qu'on trouve dans les apparts à du panneau rayonnant ultra performant, mais on parle de, je sais pas, 20, 30, 40, 50 kWh sur en fait des consommations qui sont beaucoup plus grandes que ça. Quand tu es en G à Hmm. 400, au-delà de Oui. 420, tu te rends compte que tu n'es pas tout à fait à l'échelle de ça. Et c'est pour ça qu'on dit, pour mettre des radiateurs électriques, il faut que le logement soit bien isolé. Bah, oui, bien sûr. Bien sûr. C'est comme si enfin, sinon, c'est pédaler dans la semoule. Typiquement, tu produis une énergie qui est dispersée après. Donc, Mais si tu as une chaudière gaz avec des radiateurs à eau, classiques, et bah, pour le même appart, bah, tu seras meilleur en termes de DPE. Si tu es pas isolé. Par contre, ok, oui, dès ok, que je tu vas comprends. isoler, par contre, ta chaudière gaz va plafonner. Alors Ouais, qu'avec les radiateurs, tu peux aller jusqu'en C éventuellement si tu veux. ouais. Simplement, le Et- problème des radiateurs, c'est qu'il y a ce coefficient là, 2,3 qui embête tout le monde. Et en fait, pour passer au-delà de ça, en fait, il y a les systèmes dits thermodynamiques. Donc tout ce qui est pompe à chaleur, ballon thermodynamique. Ça, les En fait, pompes à chaleur, c'est les recommandations de Wikipédia. bah oui, parce qu'en Ah, fait, c'est les seuls systèmes électriques, parce que c'est alimenté électriquement, qui permettent d'aller sur des classes C, des classes B, parce que en fait, leur rendement, leur coefficient de performance, en gros, il est supérieur à 2,3. Il est supérieur au coefficient qui pénalise les radiateurs. Donc en fait, ils sont bien plus performants aussi que les chaudières gaz. Donc, c'est pour ça qu'on voit fleurir partout dans les recommandations
les pompes à chaleur, les ballons Ah bah ça. thermomètres. Et Ok, c'est les systèmes qui sont les plus plébiscités, même par le gouvernement pour les aides financières. tout à fait. Et donc là, sur la recommandation de radiateurs électriques, enfin, voilà. Mm. Donc, il faut que nos amis investisseurs regardent ces fameuses étoiles NF. Ouais, c'est ça. S'il n'y a pas de NF, bah, ils peuvent améliorer le calcul. Ils peuvent se dire, je vais mettre des radiateurs NF 2 étoiles, 3 étoiles ou radiateurs connectés au smartphone. Et dans ce cas-là, je Mm, sais que mon DPE va être un petit peu amélioré par rapport à l'existant. Comme mm. j'ai dit, c'est pas prépondérant, mais ça améliorera quand même le calcul. Ah, Euh, mais voilà, mais le postulat sur un système électrique, de chauffage électrique, le postulat, c'est d'avoir, comme tu l'as dit avant, une enveloppe, donc à savoir vos murs périphériques, votre isolation qui soit saine et correcte, parce que sinon, ça sert à rien, comme tu l'as dit. ouais, sinon, tu vas pas avoir un très bon résultat, sauf cas de figure très particulier où tu es entouré de logements Bien sûr, sur les appartement côtés. sandwich, ouais, Voilà, là parce que faut savoir que les logements autour comptent pour zéro. C'est-à-dire qu'on considère qu'ils sont à la même température dans le calcul, donc il n'y a pas de déperdition. Donc tout ce qui est mitoyen logement, plus tu en as et mieux c'est. En fait, moins tu as de surface déperditive, donc qui donne soit sur l'extérieur, soit sur des parties communes, ouais. et Le mieux c'est. couloir aussi, ce que j'allais te dire, c'est que un mur qui donne sur des parties communes est moins bien, un moins bon coefficient que sur un mur sandwich avec mitoyen, ouais. Ouais, bah c'est ça, c'est que on considère pas que c'est la température extérieure, mais on considère qu'il est un petit peu déperditif. Et Mm. plus ou moins en fonction du type de circulation. Ça, c'est pareil. Le même logement avec une circulation qui n'a pas du tout de surface, elle, qui donne sur l'extérieur sans fenêtre, bah, sera beaucoup moins déperditif que si tu as une circulation pas isolée avec une fenêtre qui donne sur l'extérieur. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a plein de configurations différentes. Et ce qu'on essaye en tant qu'investisseur, c'est de ne pas isoler au maximum les murs sur ces parties communes parce que, on perd de la surface habitable. Mm, mm. Et de l'argent. Et de l'argent. Ouais. Ok. Donc on a parlé des murs périphériques, hyper important. Est-ce que tu as une préconisation d'ailleurs sur le type d'isolant et l'épaisseur? Allez, on est dans le détail aujourd'hui, Ouais, les amis. on rentre dans le détail, on rentre dans le dur. Ouais, mais c'est important parce que quand vous discutez avec les diagnostiqueurs ou les artisans Les ou même si artisans, vous allez c'est faire les hyper important. travaux, ouais, même si c'est vous qui allez faire les travaux, c'est important d'avoir ces notions. Euh, En gros, si vous voulez avoir des aides de l'État, et c'est un peu le problème, c'est qu'il faut mettre des épaisseurs d'isolant importantes parce que l'État a des performances minimales. Et ces performances, on parle entre 12, 14, 16 cm d'isolant au mur, par exemple, pour donner un ordre. Une vingtaine de centimètres en plafond. Donc ça peut vite vous faire perdre beaucoup de surface habitable si vous isolez par l'intérieur. C'est moins un problème si vous pouvez isoler par l'extérieur. Mais par l'intérieur, voilà, ça pose ce problème-là. Moi, ce que je constate, c'est que entre 8 et 12 centimètres, même 8 centimètres, ça suffit pour être assez performant thermiquement. Et après, on ne va pas gagner énormément sur les murs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les premiers centimètres d'isolant qui isolent le plus. La déperdition thermique d'un mur isolé, enfin, c'est pas linéaire en fonction de l'épaisseur d'isolant. C'est les premiers centimètres comptent beaucoup et ceux d'après un petit peu moins. Donc, quand on veut viser l'excellence, on va mettre 14-16 centimètres d'isolant au mur. Mais par contre, quand on vise un équilibre entre l'investissement et la performance thermique, entre 8 et 12, c'est très bien. 8, c'est en général ce que je propose aux investisseurs. Après, c'est un peu en deçà de la norme actuelle, hein. Dans le neuf, c'est 12, 14, 16 centimètres en fonction du Hmm. type d'isolant. Donc si vous faites moins, vous n'êtes pas dans les normes actuelles, mais 8 À centimètres d'un minima 8, entre 8 et 12, c'est ça qu'il faut retenir. Et et, sur et pour les, le et pour les matériau? logements, pour les bâtiments anciens, il faut être beaucoup plus prudent que ce que je dis. Il faut vraiment faire attention. Il faut être accompagné le plus souvent parce que plus tu vas mettre d'isolant, plus il va y avoir des ponts thermiques par ailleurs, en fait en pied de plancher ou autour des fenêtres. Et plus tu risques d'avoir des problèmes avec les remontées capillaires qui vont être importants. C'est-à-dire que moins tu mets d'isolant et plus tu vas te sécuriser parce que les immeubles anciens ne sont pas prévus pour être isolés. Et donc là, dans ces cas-là, moi j'ai déjà eu des projets où les clients mettent 4 centimètres. Et ok, ils ne sont pas en classe B, ils sont peut-être en classe D ou en classe E, mais finalement, ils limitent les risques de dégâts. Ok. Il y a ça aussi à prendre en compte. Et sur les. D'ailleurs, on en reparlera. On peut faire un petit aparté dès maintenant. Tu proposes, toi, ça fait partie de ton expertise et
de l'entreprise que tu as montée, de faire, alors tu vas l'expliquer mieux que moi du coup, mais ça intéressera forcément les auditeurs. Ouais, alors c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de l'entreprise que j'ai avec mes associés. En fait, nous, on a un bureau d'études dématérialisé avec une calculette de travaux à disposition des professionnels et des particuliers pour faire du chiffrage travaux. Chiffrage classique, on va dire, de rénovation de confort et de rénovation énergétique. Et sur la partie rénovation énergétique, ce qu'on fait, nous, c'est ce qu'on appelle des DPE projetés, c'est-à-dire c'est des rapports d'études sur la base du DPE que vous avez pour un logement, donc en tant qu'investisseur, le DPE que vous recevez. En fait, ce qu'on fait, c'est des études qui permettent de recaler le DPE si on voit des problématiques comme on a évoqué au début de ce podcast. Ensuite, de savoir quels travaux vous pouvez faire de manière active et pertinente en fonction de soit votre cahier des charges, parce que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire, soit de ce que nous, on va trouver pertinent dans votre cas de figure. On vous fait plusieurs scénarios de travaux intermédiaires par rapport aux recommandations du DPE, en fait, pour vous donner un peu le champ des possibles sur là où vous en êtes et ce qu'il faut faire pour améliorer le DPE, que ce soit en termes d'étiquette, de prescription thermique, parce qu'après, il va falloir informer les artisans d'indiquer ça dans leur devis. Il va falloir aussi que vous puissiez avoir des prix. Donc, on fournit des estimations de prix parce qu'on est en partenariat avec des partenaires travaux justement pour réaliser les projets. Donc, en gros, on donne une information sur les prix euh, que vous allez retrouver et qui vous permettront ensuite de challenger l'artisan ou de vous challenger vous par rapport à ce que vous allez avoir sur place. Et on vous donne en fait les étiquettes des PE futurs pour que vous sachiez avant même de démarrer les travaux, quels travaux pour quelle étiquette. Parce que Exactement. le pire pour un investisseur, c'est de commencer un chantier, un projet, et de ne pas savoir quelle étiquette il va avoir à la fin. Si vous croisez les doigts et que finalement vous n'êtes pas satisfait parce que vous avez été mal conseillé ou que le DPE était erroné au départ, bah, vous prenez le risque C'est d'avoir ça, un c'est investissement. ce c'est ce que c'est là où la proposition de valeur elle est dingue, c'est que moi j'ai vu alors pas sur mes clients, je crois pas avoir eu le cas de figure parce que en l'occurrence moi dès que j'ai un doute, j'appelle le diagnostiqueur et je dialogue et je parce Mmh. que comme il me dit hein, la plupart du temps il me dit ah oui le logiciel il dit ça mais en vrai c'est Ouais, souvent ça. ouais, Mais en vrai, il faut que tu fasses ça, tu vois. ouais, c'est clair. Mais moi, Euh, je prêche pour ma paroisse, mais vous pouvez, comme tu l'as dit, poser la question au diagnostiqueur, hein. oui, alors après il a pas il a pas forcément, je pense, enfin, comme on l'a évoqué, je pense que ça dépend de l'individu sur qui tu tombes, tu vois. Exactement. T'en as, tu le sens au téléphone de toute façon, t'en as qui vont être calés, carrés, t'en as, bon, bah, c'est la machine qui Ouais, a dit ça, c'est la machine qui a dit ça, tu vois. ouais, Et c'est ça. comme tu dis, il y a rien de pire pour un investisseur d'avoir engagé des frais, engagé des travaux, Mmh. et de ne pas avoir la performance finale que tu visais. Mmh. Tu es sur un G ou un F, tu vises un D ou un C, tu montes que en E, alors que tu penses avoir tout fait, ah bah fais chier quoi. Mmh. Donc, Ouais, donc c'est toujours bien de pouvoir le vérifier, hein. Et c'est vrai que hmm, le premier réflexe, ça peut être le diagnostiqueur si vous le sentez un petit peu pertinent et intéressé par le sujet. Des fois, il pourra vous donner à l'oral des infos, mais le problème, c'est que vous ne saurez pas trop ce qu'il a bougé dans le logiciel pour vous obtenir l'étiquette. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de manière beaucoup plus carrée de repartir du DPE existant, donc sur la base de ce qu'il a fait, de l'auditer sur ce qu'on peut auditer, et ensuite de proposer des scénarios qui vous permettent de les activer et de vous rendre compte quel investissement pour quelle étiquette. Tout ça au moment du compromis au plus tard, quoi, à peu près. C'est une fois que vous oui. avez la négociation bien engagée ou que vous avez signé un compromis ou que vous venez de le signer, faut pas attendre de démarrer les travaux. Moi, j'ai souvent le cas de figure, malheureusement, des investisseurs qui viennent alors qu'ils ont démarré les travaux. Voilà, ça peut être compliqué de bifurquer à ce moment-là. Mm, mm. Donc, toujours bien construire son projet. Et puis, tu as l'avantage aussi d'avoir bossé dans le bâtiment. Donc, tout ce qui est connaissance même, orga, chantier. Enfin, tu as cette double expertise qui est, mine de rien, hyper intéressant dans l'écosystème des investisseurs. Mm. Donc, je vous On voit mettrai un pas lien. tout, on voit pas tout à distance, mais en fait, ce qu'on permet, c'est une première dégrossissement, en tout cas sur les performances thermiques et sur les problèmes techniques qui peuvent arriver. Ensuite, c'est forcément avec l'artisan de gérer tous les Bien sujets sûr. techniques qui peuvent être présents. Mais Vous aurez un lien, les amis, juste en dessous si vous avez besoin de faire appel à Antoine pour voir cette partie diag pour vos projets actuels, futurs projets. Euh, il pourra vous auditer
auditer votre projet. Vous Ouais, aurez mais un lien juste en dessous pour aller le solliciter. Eh ben écoute, sur la partie DPE, je suis en train de réfléchir en même temps. On a parlé isolation, consommation, les huisseries, bon, ça va de soi, on les a évoquées. Système de ventilation aussi qui revient assez souvent. ouais, Euh, effectivement, c'est un sujet majeur pour les investisseurs et dans le DPE. Euh, donc, il faut remettre les choses à plat sur ouais, la différence entre ce qu'il peut y avoir dans le DPE et ce qu'il peut y avoir, ce qui peut se passer en réalité. En fait, souvent, euh, la ventilation, en fait, quand il n'y a pas de ventilation, enfin, tu as visité un paquet de biens, tu sais qu'il y a des biens sur lesquels tu n'as pas de ventilation mécanique. Ce que j'appelle ventilation, c'est la ventilation permanente, en fait. Et en fait, ces biens-là, dans le DPE, ils sont comptés comme sans ventilation. Mais sans ventilation, ça ne veut pas dire pas de déperdition. En fait, dans le logiciel, on considère une ouverture des fenêtres le matin et le soir. Le logiciel mouline des déperditions et ça te donne un résultat. Le problème de ça, c'est que faire gaffe parce que ça, c'est performant en fait. C'est performant dans le DPE et notamment si tu visites un bien, on revient sur ce que vous pouvez analyser sur place, mais si vous visitez un bien et que vous voyez des bouches d'extraction dans les salles de bain, les cuisines, et que dans le DPE, il y a marqué ventilation par ouverture des fenêtres, déjà, c'est qu'en fait, le DPE est plus favorable que la réalité de là où vous êtes. Et donc, oui, parce que les bouches d'aération, ça va être une entrée, une sortie d'air constante, donc qui ouais, amène de la déperdition. beaucoup plus, ouais, beaucoup plus que l'ouverture des fenêtres qui est maîtrisée dans le DPE. Les deux seuls, on va dire, meilleurs systèmes de ventilation que l'ouverture des fenêtres classiques, c'est-à-dire pas de ventilation, c'est le fait d'avoir une ventilation hygroréglable, Oui, c'est-à-dire un extracteur qui gère le débit en fonction du taux d'humidité, ce qui permet de limiter les consommations. Et donc ça, c'est plus performant que la ventilation par ouverture des fenêtres. Donc si vous pouvez mettre une ventilation hygroréglable, bah voilà, vous allez gagner un petit peu par rapport mm. au fait qu'il n'y ait pas de ventilation. Ou la double flux, mais la double flux, c'est beaucoup plus contraignant en rénovation. Il faut deux réseaux, insufflation, donc entrée d'air dans les pièces de vie, et extraction dans les pièces humides. Ça, en général, c'est beaucoup plus onéreux et on ne le fait pas en investissement. Mais Alors, comment tu l'hygroréglage, fais par exemple, tu vois, là, j'ai un cas de figure, tu vas peut-être pouvoir m'aiguiller. Faudrait que c'est le même cas de figure que j'ai évoqué tout à l'heure, là. On est sur un appart en rez-de-chaussée, il n'y a pas de VMC, ouais, sauf qu'on est en copro. ouais. Complicado là quand même de mettre. Ouais. Alors en fait, il y a plein de configurations différentes pour la ventilation parce que effectivement, si tu es sur une ventilation actuelle collective, bah, dans ce cas-là, il faut voir avec la copropriété la plupart du temps. C'est C'est souvent un vieux possible. truc, hein, je suis même pas sûr qu'il y ait de ventilation collective. Hein, j'ai pas fait gaffe, mais Ok. je, Bon, en je- tout cas, je sais si tu pas. es dans un cas de ventilation collective, avec des conduits collectifs en toiture, dans ce cas-là, c'est souvent intéressant à l'échelle de la copropriété de faire venir un expert pour vérifier si c'est pas faisable de mettre un caisson en toiture collectif hydroréglable. Oui, Parce que tout le monde va en profiter et ça améliorera les DPE de tout le monde et les consommations d'énergie au quotidien. Si tu n'as pas du tout de ventilation et que tu es en immeuble collectif, bah, soit tu as l'autorisation de la copro ou la possibilité de faire un faire un trou en percement façade. en Ouais, façade dans la salle de bain, et la ouais. salle de bain, c'est ce qui est le plus humide. Donc, et dans ce cas-là, tu mets un extracteur hygroréglable. Mm. Là, tu auras l'efficacité d'une ventilation hygroréglable avec une entrée d'air hygroréglable aussi dans les fenêtres des pièces de vie. Il faut avoir les deux à chaque fois, c'est le mieux. Et les entrées d'air dans les fenêtres, c'est vraiment pas cher et c'est souvent faisable. Donc voilà, mais c'est un package des deux. Les deux doivent être hygroréglables. Entrée d'air dans les fenêtres et extraction dans les pièces humides, salle de bain, cuisine. Donc si tu peux le faire même en copro, et c'est souvent quand même le cas, tu peux le faire, c'est mieux. Alors, c'est mieux de faire ça plutôt que de laisser le logement sans ventilation. Du coup, même si le fait de ventiler, bah, ça te fait consommer dans la réalité peut-être un petit peu plus que si tu n'avais pas du tout de ventilation, parce que peut-être la personne, ton locataire, va pas du tout ouvrir les fenêtres. Mm. Sauf que du coup, ton bien, il va se dégrader plus rapidement. Ah bah oui, Euh, après, j'ai envie de dire, c'est aussi du bon sens. ouais. Et c'est ça, c'est Quand du le- bon sens, mais le problème, c'est que oui, dans le DPE, il y a des choses qui, comme la ventilation, qui sont un compromis sur la Ouais, performance énergétique. Tu es bien obligé de ventiler si tu veux pas que ça se dégrade trop vite. L'hygroréglable, c'est le plus passe-partout. Si tu peux le mettre, tant mieux, quoi. Si tu ok. peux Mais pas, par si tu contre, oui, peux en pas le effet, mettre, quand t'es en copro, faut demander et que ça remonte pas en toiture et que t'as pas de conduit, il faut demander en effet une autorisation.
de pouvoir l'installer. Ouais, Donc ça passe en PV d'AG, quoi. Non, sauf, sauf, dis-moi. sauf cas de figure où, et il y a beaucoup le cas dans les immeubles anciens, où tu avais les entrées d'air hautes et basses pour les chaudières. Tu sais, dans la cuisine, tu Oui, avais une oui, entrée oui, basse, oui, une entrée oui. haute. Souvent, c'est possible de faire passer une gaine enfin, Ok. dans le métrage, de ta salle de bain à cette extraction-là, et puis c'est réglé. Donc, par là même, en fait, tu utilises cette extraction et tu résous tes problèmes d'humidité dans la salle de bain, et même si tu peux le mettre dans la cuisine pour éviter les odeurs et pareil, l'humidité, comme ça, tu as tout gagné, quoi. Ok. Mais c'est vrai que ça se réfléchit au départ, parce que en fonction de ton projet architectural, Bien bah ouais. sûr. Mais c'est pour ça que le plus tôt vous avez votre DPE, le mieux vous allez organiser votre visite sur place, en fait. Mm, C'est comme la négociation. Je fais un mini parallèle avec ça. Mais moi, avant d'aller voir un bien, je me démerde. Non, bah alors après, c'est différent parce que vu que je suis professionnel de l'IMO, je suis en compte. Enfin, les agents immobiliers, pour la plupart, je bosse déjà avec eux, donc on travaille en toute confiance. Mais j'essaye d'avoir au maximum l'adresse. Comme ça me permet de juger le prix de marché, les historiques de vente, etc. Bref, tout un ensemble de métriques. Comme ça, dès que je suis sur place, bah en fait, ma négo, enfin, je connais tout en fait. mm. Je sais à quel prix je vais pouvoir le négocier par rapport au marché. Et puis voilà, maîtrisez votre sujet au maximum dans la mesure du possible avant d'aller sur place, que ce soit pour la partie négo, donc on vient de voir, et surtout sur la partie DPE, parce que vous avez le DPE sous le coude, vous avez le temps de vous dire, ah oui, donc là, il y a ça comme merdouille, ça comme merdouille, ça comme merdouille. Bah, vraiment, il faut que je fasse un focus là-dessus, il faut que je sois hyper attentif, parce que c'est là-dessus où je vais pouvoir gagner du lettrage, quoi. C'est ça, dans l'immobilier, la connaissance, c'est le pouvoir, en fait. C'est plus tu as Mm. d'informations et plus tu vas pouvoir agir et mettre des actions, Activer des leviers, ouais. Et activer puis des leviers. minimiser les risques. C'est surtout ça. Tu vois, moi, sur la partie coaching que je fais là sur mon programme dénicheur de pépites, c'est vraiment ça. C'est inciter le passage à l'action, arrêter d'avoir peur parce que voilà, mais en maîtrisant votre sujet. Tu vois, enfin, tu vois, ce podcast-là, c'est une masterclass entre guillemets sur la partie DPE parce que Mm. il faut vraiment prendre tous ces. Et même, enfin, pourtant, des PE, j'en ai regardé énormément, j'en ai bouffé et je suis pas trop mauvais, je pense, mais et pour autant, aujourd'hui, j'ai encore appris plein de trucs, tu vois. Sur la partie, sur la partie basse, là, en même temps qu'on tourne le podcast, je suis en train de regarder un petit peu aussi le débat de ce matin par rapport à ce que tu m'as dit. Euh, j'ai encore appris trop de trucs, tu vois, donc c'est trop bien. Ouais. Non, mais de toute façon, l'immobilier, il y a plein de sujets un peu techniques sur lesquels, ouais, il faut se forcer, ouais, à essayer d'aller chercher l'information, ou en tout cas de Bah, trouver les bonnes personnes qui ont l'information. typiquement, en fait, valider, c'est là où ça m'a pas mal éclairci aujourd'hui, et je te remercie. C'est valider l'information qui a été rentrée dans la machine, en fait, tu vois. Aller vérifier que ce que le mec a rentré, c'est conforme à la réalité. Et c'est Ouais. là où, en fait, alors, outre la partie isolation, parce que clairement, je savais que tout le monde ne checkait pas, mais tu vois, sur les hauteurs sous plafond, Mm. sur les autres trucs qu'on a évoqués, je me dis, bah non, en fait, moi, je partais du postulat où les informations qui étaient en dessous, tu vois, elles Elles étaient sont bonnes. bonnes. Ouais. Ouais, alors qu'en fait, le diagnostiqueur, lui, il peut faire des erreurs comme tout le monde. Et, et surtout sur Sauf un que c'est. sujet aussi technique que ça, parce que on a complexifié la méthode de calcul depuis 2021 et que maintenant, c'est devenu un peu une usine à gaz, hein, faut pas se mentir non plus. C'est comme Ouais, ça. Et du coup, ok. ce type d'information, au final, ça peut même aller jusqu'à se dire, est-ce que ce projet-là, il est fait pour moi? Moi, j'ai discuté il y a pas longtemps avec un investisseur. Appartement, dernier étage avec une toiture terrasse non isolée en, en, en bout d'immeuble. Donc, trois murs, trois pans de murs, trois orientations de murs déperditifs. Ouais, Euh, Autant te dire que là, pour passer, et là, on était en G avec une petite surface quand même en G autour de 600, 700. Pour remonter jusqu'en classe D, c'est compliqué quasiment parce que possible. Ouais. la toiture terrasse, tu es le seul intéressé, où il y a deux, trois appartements intéressés par ça. Quand tu vas demander en copro d'isoler par l'extérieur la dalle, parce que ça s'isole plutôt par l'extérieur, les dalles béton, hein, toiture terrasse, ben, personne ne va Il n'y voter. a personne qui va voter. Mais non, je suis d'accord. C'est le seul concerné, ou vous êtes deux ou trois concernés, donc eux, ils vont dire, mais nous, ça ne va pas améliorer notre DPE. Et donc, il y a des projets, bah, parfois, en fonction de la négociation que tu mènes, hein, bah, tu vas te dire, bah, finalement, je ne vais pas m'emmancher dans Ouais, ce... dans ce truc-là. Ouais.
permet aussi des déclics de ce point de vue-là, quoi, Alors d'éviter des après, tu vois, si on en revient à la partie législation, ça a vraiment démarré il y a 3 ans, ouais, c'est ça, 2021. ouais. Euh, on se rend compte qu'il y a eu quand même des évolutions, il y a eu des assouplissements Mm. avec notamment les dates d'interdiction, soit de Ouais. mise en location, soit de vente des biens. Là, tu as une nouvelle loi, là, une modification là, qui a été faite au 1er juillet. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un petit check là-dessus? Ouais, ça, c'est la modification importante depuis 2021, en fait. C'est une modification donc au 1er juillet pour les petites surfaces. Donc les petites surfaces, c'est les logements de moins de 40 mètres carrés. En fait, les seuils sont revus à la hausse en fonction de la surface en question. Pour en fait mieux prendre en compte l'eau chaude sanitaire qui était mal comptée dans le calcul. Donc au lieu de modifier le moteur de calcul et de refaire tous les DPE, ils ont dit, bon, on va rehausser les seuils. Donc, si vous étiez en G, peut-être vous êtes en F, à vérifier sur le site de l'ADEME, comme j'ai dit là. Tu tapes le numéro de DPE sur l'observatoire de l'ADEME. Si ton logement fait moins de 40 mètres carrés, ils vont te dire, est-ce que ton logement, il change d'étiquette ou pas, en gros. Et ça, on peut réimprimer un nouveau DPE du coup? En fait, tu vas télécharger, tu vas imprimer une attestation qui fera foi et tu n'auras pas Ok. besoin de refaire un DPE. Et en fait, ils ont fait ça pour éviter de devoir refaire Bah oui, tout. j'imagine bien. Donc, Mais ils... ça, typiquement, ok, on a entendu parler de cette loi, Mm, mm. mais les gens savent, enfin, les gens savent pas où est-ce qu'il faut aller chercher l'info. Où est-ce Ouais, qu'il, bah ouais, enfin, tu vois, le process, certes, ah, il y a une nouvelle loi qui est passée, machin, machin. Ok, mais donnez-nous la démarche, tu vois. Jamais je l'ai entendu cette démarche. Enfin, je la connaissais parce qu'on en parle entre copains. Mm, mm. Mais Bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui est restreint, on va dire, au domaine de l'immobilier. Et du coup, si on n'est pas suffisamment dedans en termes de formation ou en termes de connaissances, oui, on peut passer à côté de ce type d'informations. Ouais. Et hmm, ça a un impact énorme parce que, bon, sur les biens qui vont de 20 à 40 mètres carrés, il n'y a pas énormément de différence parce que c'est pas linéaire, encore une fois, sinon ce serait trop simple. Ils ont fait quelque chose d'un peu compliqué. Mais en gros, en dessous de 20 mètres carrés, si tu as vraiment une petite surface, là, ça peut être game changer. Tu peux passer de ouais, G à F, voire à E. Et donc, en fait, si ton vendeur, par exemple, je prends l'exemple du vendeur qui ne le sait pas, bah bien sûr. il a fait un DPE, il est en G, toi, tu sais qu'il est en E. Ben voilà, Ouais, problème réglé. Tu ouais, non, négocies un mais G, tu as acheté un E. c'est exactement ça. C'est t'obtiens le DPE, il est classé G, tu vas vérifier sur le site, tu vois que ça passe en E mécaniquement, mais tu négocies en G. Super tips, les amis, là, pour l'été, là, mettez-vous à chercher des 18 mètres carrés en G et faites de bonnes affaires. Et tu vois, Ouais, mais c'est un super. Enfin, ouais. Il y a encore une fois, c'est un peu le résumé de ce podcast, hein, c'est le sachant a le dessus, tu vois. Le savoir, c'est le pouvoir, c'est toujours ce que je dis. Mais plus vous aurez de connaissances, plus vous aurez d'outils dans votre mallette d'investisseur. Et l'outil travaux DPE, elle est primordiale aujourd'hui. Là, on a fait un gros focus avec Antoine sur la partie DPE parce que c'est un gros sujet d'actualité et on pourra refaire un autre sujet sur la partie travaux parce que on n'en a pas beaucoup parlé. On pourra faire un autre épisode. Toi, t'as un outil de calcul, tu as développé un outil de calcul qui te permet en fait de pouvoir, pendant la visite, rentrer tes trucs et sortie de visite, tu as ton chiffrage travaux carré. Et ça, c'est un outil de prise à la décision. Enfin, alors, il y a le côté outil, mais savoir prendre une décision à la sortie d'une visite sur un chiffrage travaux, vous gagnez, vous évincez la concurrence. Je reprends l'exemple de ma visite de ce matin avec mon client et ce fameux DPE. On a fait la visite ensemble, en l'occurrence 23 mètres carrés, machin truc. On se pose dans un bar après, boire un café, il était quand même 10h45, les amis. Même si on est en Bretagne, on attend un peu avant la bière. Et on se dit, bon, bah, et je lui dis, bon, bah, maintenant, on va voir ensemble l'enveloppe travaux. Et en fait, bon, moi, pendant la visite, j'avais déjà fait mes calculs, mais A plus B, on s'est posé, on a pris les papiers crayons. Je dis, alors, le sol, c'est ça, les legs, c'est ça, les ça. Toc, on a fait notre total et on y va pas. Et en l'occurrence, oui, on y va, mais on va négocier tant. Et en fait, cette prise de décision sur les travaux, elle est primordiale. Plus vous allez être capable de vous décider avant même le passage d'un artisan, exactement. En fait, il faut aller vite aussi parce que la allez vitesse, vite. souvent, c'est la clé. Et donc, soit vous avez, bon, moi j'ai les métriques en tête, donc c'est facile, mais il y a certains postes que je connais pas, mais ton application, en ça, elle est mortelle, quoi. Quelqu'un qui ne connaît pas les prix, au moins, il sait se projeter et même challenger les Les interlocuteurs qui savent. artisans. Ouais. Parce que quand tu n'as aucune notion, tu sais pas. Tu dis, OK, peut-être.
Et bah, tu sais quoi, ça me fait penser à ça. Je me suis dit, putain, je me suis fait ouvrir en deux à l'époque. Sur mon premier appartement, là, qui a été initialement résidence principale, puis locatif, j'avais fait il y a, allez, il y a 5 6 ans de ça, allez, peut-être 6 7 ans même. J'avais changé une chambre, tu vois, j'avais une chambre, fallait tout détapisser, fallait tout refaire, tous les murs, tu vois. Et j'avais pas le temps à l'époque, ou j'avais pas voulu, peut-être la flemme, j'en sais rien. J'avais fait intervenir un artisan. Et le mec, je me suis souvenu de la facture qu'il m'avait pris maintenant qu'il suis dans le domaine. Il m'avait pris cet enfoiré 3 000 balles pour faire la chambre. Ah ouais. Et à l'époque, je savais pas. Tu vois. Ouais. Bah, c'est le problème des travaux du bâtiment. En plus, là, on parle de prix. Nous, on a des prix, ils valent ce qu'ils valent et ils sont liés à nos partenaires travaux. Mais en fait, dans le bâtiment, les prix peuvent aller de 1 à 2, facile, en Ouais. fonction de plein de paramètres. Si l'artisan, il n'a pas envie de travailler, il a trop de chantiers, bah Eh ben, il va forcément, tu vas t'allumer. avoir tendance à t'allumer. Ouais. Et si au contraire, bah, il a besoin de chantier, il te fera moins cher. Si c'est une petite entreprise, un petit auto-entrepreneur, bah, il sera Moins de forcément moins cher charge. qu'une grosse boîte qui a des charges à payer. Sauf que du Ouais. coup, il est peut-être moins fiable. Et dans ce cas-là, il faut faire attention à tout ce qui va être assurance et Décennale. même simplement ouais, Ah. son entreprise, sa solidité pour suivre le chantier. Mm, En mm. fait, ouais, tout ça, c'est un petit peu Mais compliqué. je pense qu'on fera un épisode spécial travaux, artisans, organisation d'un chantier, tu vois, Ouais, ça peut être un bon ça peut être épisode aussi. intéressant. Ça peut être On va, intéressant pro- on pour va tout le monde, programmer ça. effectivement. Ok, et bah écoute, moi je vois l'heure qui défile. Je pense qu'on a balayé pas mal de choses. Je vous laisse les amis poser en commentaire. Vous avez la possibilité à chaque épisode de mettre des questions en fait, des questions. Donc n'hésitez pas si vous en avez. Je pourrais du coup interroger Antoine en off si je n'ai pas la réponse et vous répondre dans l'épisode suivant. C'est vrai que je le précise rarement qu'il y a possibilité de mettre des questions, mais allez-y, hein, plus il y a de questions, plus ça nourrit tout le monde. Donc, Mm. euh, donc voilà, Parce que là, on a évoqué certaines choses, mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres c'est sujets. vaste, hein. C'est Ouais. assez vaste. Ouais. C'est assez vaste. Donc, ouais, n'hésitez pas à poser vos questions. Euh, Merci de ton temps, Antoine. Merci pour ce sujet qui est passionnant, pour ton expertise qui est quand même très pointu, très poussé. C'est hyper agréable de parler avec quelqu'un d'aussi calé. Ah, c'est gentil. Et puis voilà, vous avez les amis dans la barre de description. Si vous avez besoin d'Antoine sur vos projets immobiliers, n'hésitez pas. Mm. Tu vois, encore une fois, le monde est petit, mais j'accompagne un client là sur un projet de division de maison proximité rennaise. Et en discutant avec ce client, il me dit, ouais, j'ai fait appel. Non, c'était avec toi d'ailleurs. On Ouais, je avait me bu un souviens de café il y ça. a un mois et demi. Et en fait, je parlais de ce projet-là, mais il me dit, mais ton client, c'est pas monsieur machin. Je dis, si. Ah bah, il fait appel à moi aussi pour la partie énergétique. Tu vois. Donc en fait, le monde est petit. Mm, euh, et c'est un vrai besoin, c'est un vrai sujet. En plus, nous, c'est mm. un projet d'envergure. Donc voilà, ne passez pas à côté de vos travaux par manque d'informations, par manque de connaissances. Franchement, Ouais, parce c'est. que on entend souvent parler de comment dénicher une pépite, comment financer son bien, mais il y a aussi comment trouver de l'argent et quelle technique pour les travaux et quelle Ouais. DP. Hein, effectivement. Donc voilà, vous aurez un petit lien si vous avez besoin de contacter Antoine. Je te dis à très très vite du coup sur la partie travaux. On va essayer de vous faire un épisode qui, j'espère, sera aussi riche que celui-là. Portez-vous bien les amis. Antoine, encore merci et à très très Merci à vite. toi. Ciao, salut. Ciao, ciao. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.